Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, là, on va vous présenter un retour d'expérience donc avec le client Saint-Jean et on va évoquer différents enjeux. Donc je laisse la parole à Justine pour se présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, je me présente, Justine Mollier. Je suis business developer avec nos clients industriels chez Mios. Et pour ma part, donc Laurent Duverneuil et je suis responsable commercial donc au sein du département Panorama de la société Codra. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter un projet de supervision qu'on a réalisé avec Codra chez l'un de nos clients, qui s'appelle Saint-Jean. Donc c'est un industriel qui réalise des pâtes fraîches et des ravioles situés à Romans-sur-Isère. Vous avez ici quelques chiffres qui vous présentent la société. Donc c'est quasiment 500 collaborateurs et 5 sites de production en Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur la société Codra. Donc, la société Codra, qui est une société française qui existe maintenant depuis de plus de 35 ans. Et le métier de Codra, c'est on est éditeur d'une solution logicielle qui s'appelle Panorama. Et cette solution, Justine, faut cliquer. Et cette solution donc logicielle, donc qui comporte c'est une boîte à outils qui comporte un certain nombre de fonctions. Et cette solution, elle est installée dans différents secteurs d'activité qu'on va retrouver le transport, la partie tertiaire, infrastructure, la partie également énergie nucléaire et aussi l'industrie. Et pour implémenter en fait ces solutions, on passe par un réseau d'intégrateurs. Nous, on est éditeur, on supporte le produit, donc toute la R&D d'ailleurs est chez nous. Et après, pour l'intégration et le paramétrage de l'application, on passe par des sociétés comme Mios. Exactement, donc chez Mios, si ça veut bien passer, on s'articule aujourd'hui autour de 3 briques métiers. Donc comme Laurent le disait sur la partie supervision, on travaille également dans le domaine de l'IoT, donc c'est-à-dire le déploiement d'objets connectés et des réseaux associés chez nos clients. Et on a également une équipe d'ingénieurs cybersécurité qui interviennent sur tous nos projets parce qu'aujourd'hui c'est quand même relativement indissociable. Notre métier au quotidien, donc, c'est comment faire pour rendre communicants vos équipements, comment faire pour donner les données sous le bon format et à la bonne personne, c'est-à-dire donner de la valeur ajoutée à ces informations, et enfin développer tous les outils nécessaires, que ce soit visuellement ou derrière, par exemple, avec la création de passerelles. Alors malheureusement, le client Saint-Jean n'a pas pu être présent aujourd'hui. Par contre, il nous a laissé une petite surprise, une petite vidéo où il va vous parler du projet et comment lui, il l'a vécu. Pour vous donner un petit peu une notion de timing, c'est un projet qui a duré 1 an et la supervision a été mise en service au mois de mars de cette année. Les raisons du projet pour ce client, c'était tout d'abord qu'il avait une notion d'agrandissement de son site. Il y a une usine historique qui est située à Romans-sur-Isère et ce site a subi un agrandissement de 20 000 m², donc c'est quand même très conséquent et ça a impacté toutes les fonctions de l'entreprise. Je passe pas trop vite, que ce soit la partie bâtiment technique, la partie logistique et également l'usine de production. Donc le projet il concerne toute la gestion technique de ces bâtiments, ce qui va concerner par exemple le froid, la chaleur, la vapeur, également les lignes de production et puis toute la partie logistique avec une grosse notion de traçabilité de la chaîne de froid. Donc là, vous avez une petite vidéo où le client va vous présenter, on lui a posé quelques questions et il va pouvoir vous parler du projet et son témoignage là-dessus. Notre projet d'agrandissement de 20 000 m², c'est un projet d'agrandissement d'usine, une base logistique et une rénovation complète de toutes nos utilités, donc froid, vapeur, air comprimé. Pour superviser l'ensemble de ces équipements, on avait un besoin d'un nouvel applicatif nous permettant de garantir la performance des installations. Saint-Jean est engagé dans une démarche de performance énergétique depuis de nombreuses années. On est certifié ISO 50001 et donc on avait besoin d'un outil nous permettant de nous accompagner dans cette démarche. On a choisi pour cela Panorama.
Un des besoins supplémentaires était la traçabilité de la chaîne du froid, puisque notre plateforme logistique est une plateforme de produits frais, et donc on se doit de garantir la traçabilité dans le temps de la chaîne de froid dans cette zone. Et puis, à terme, on souhaite superviser l'ensemble des équipements de production. Là, le client va nous parler de son choix Panorama pour Alors, on a sa choisi la supervision. suite Panorama pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'était la possibilité d'avoir une solution homogène entre l'applicatif qui va superviser les équipements en temps réel et l'applicatif qui va nous permettre d'avoir des indicateurs sur ces équipements, à savoir Panorama E2 et H2. Ce qui évite d'avoir tout un tas d'applicatifs tiers, comme ça peut être fait chez pas mal de concurrents à la suite Panorama. Ce qui a aussi porté notre choix sur la solution Panorama, c'était la simplicité d'utilisation et notamment la simplicité d'utilisation de H2 qui permet en interne de pouvoir créer des tableaux de bord, de les faire évoluer et de pouvoir mettre en place des indicateurs calculés en automatique. Et puis, on avait le souhait d'avoir une solution qui nous permettait d'évoluer dans le temps et d'aller vers des supervisions de type global qui vont superviser autant le process que les utilités et faire du multisite, ce que permet cette solution. Et dernière question sur une méthodologie qu'on vous expliquera juste après, qu'on a utilisée pour ce projet. On a souhaité avoir une méthodologie UX qui soit mise en place au cours du projet pour pouvoir mettre l'utilisateur au cœur du projet. On souhaitait vraiment avoir une supervision ergonomique permettant d'avoir accès à la bonne information facilement, avoir une prise en main rapide et avoir une vraie adhésion de l'ensemble des services au projet. Et puis, on avait vraiment le souhait que l'information s'adapte à l'utilisateur et pas l'inverse. Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc, c'était Monsieur Guichard, qui est responsable performance énergétique chez Saint-Jean et qui a été le chef de projet côté donc, client pour le développement de cette nouvelle supervision. Donc là, on est vraiment sur un projet où on est dans le thème de l'industrie 4.0, multimétier, on va tout connecter, donc ça couvre plein de besoins. Donc l'idée, c'est pas de faire de parler de manière un peu générale sur la supervision, etc. C'est plutôt de faire un focus sur 3 enjeux qui ont été clés en fait sur le projet. Et quels sont ces enjeux? Donc là, on va parler de la partie cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, dans le monde industriel, maintenant, on commence à avoir des vrais enjeux sur la cybersécurité, de fait d'avoir de plus en plus d'attaques. Donc du coup, maintenant, le sujet cybersécurité, on le retrouve partout. Avant, il y a une dizaine d'années, on en parlait moins. Maintenant, c'est un sujet phare. Le deuxième sujet, c'est la méthodologie design UX UI. Donc là, on va vous montrer comment a été mis en place cette partie-là. Et la dernière partie, qui est l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, c'est un vrai thème, avec la partie l'augmentation des tarifs, etc. Et comment ça va se dérouler? Ce qu'on vous propose, c'est que sur chaque thème, on vous présente la méthode qui a été mise en place. Et à la fin du thème, ça va être un jeu de questions-réponses pour évoquer, si vous avez des questions, évidemment, là-dessus. Et après, on passera au thème suivant. Donc c'est vraiment aussi une discussion. Et vous, votre ressenti par rapport à ces enjeux-là? Alors pour commencer sur l'aspect cybersécurité, donc je pense que quand vous avez un projet de supervision aujourd'hui, systématiquement vous savez qu'il y a la DSI qui va intervenir et qui va vous poser des questions sur le côté cyber. Donc comment on fait quand on a un projet d'une telle ampleur pour intégrer la cybersécurité et avoir une nouvelle supervision qui répond aux enjeux actuels de la cybersécurité? Donc pour ça, nous on intègre dans chacun de nos projets un ou des experts cybersécurité en fonction de l'ampleur du projet. C'est une personne dédiée qui échangera avec le chef de projet sur tous ces enjeux. Concrètement, comment ça se passe? Alors, le mieux pour la cyber, c'est de commencer
à travailler là-dessus avant même de débuter le projet. Dès l'architecture que vous allez prévoir pour votre supervision, d'intégrer une dimension cybersécurité dans le projet. La première étape, bien sûr, on va définir le périmètre de cybersécurité sur lequel on va travailler avec le prestataire. Deuxième étape, le niveau de sécurité. Est-ce que moi je suis un site nucléaire, je n'ai pas le même besoin de sécurité qu'un site agroalimentaire? Donc c'est la question qu'il faut se poser. Enfin, on va analyser les risques au vu du périmètre et du niveau de cybersécurité qu'on s'est fixé. Et la quatrième étape, ça va être enfin de définir un plan d'action. Donc là, c'est une action qui est beaucoup plus longue dans le temps pour se dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour être toujours dans une démarche d'amélioration continue vis-à-vis de la cybersécurité. Donc concrètement, on définit ensuite sa roadmap cybersécurité avec un expert cyber qui intervient sur le projet, qui va pouvoir aussi définir les rôles et les responsabilités de chacun. On le verra juste après, on va passer sur l'exemple de Saint-Jean, comment ça s'est passé pour une usine de cette taille, comment on fait pour définir les responsabilités. Et enfin, bien sûr, il faut s'appuyer sur des outils robustes comme Panorama pour ce projet. Évidemment, il faut faire un petit peu de commerce aussi. Donc sur la partie Panorama, à savoir que nous, notre solution, elle est certifiée et qualifiée NC. Donc la certification, elle porte sur une version de produit, et la qualification, elle porte sur la version et sur la société. Donc aujourd'hui, l'ENSI dit qu'on est un éditeur de confiance pour la mise en application d'une application de Panorama chez le client. Alors, au début du projet, vous vous rappelez, la première étape, c'est définir le périmètre. Donc là, vous avez un exemple d'architecture. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer l'architecture exacte qui a été mise en place chez Saint-Jean, mais vous avez ici une architecture simple, classique, qu'on retrouve dans de nombreuses entreprises. Et on va dire avec le client, OK, donc nous, monsieur le client, notre périmètre, ça va être toute cette partie. On exclut la partie basse automate, puisque celle-là, il avait décidé de s'en occuper. Très bien. Donc ça, c'est notre périmètre d'intervention. On fixe notre niveau de risque et après, on va pouvoir identifier, analyser les différents risques sur l'architecture et sur le périmètre défini. Donc ça va être, par exemple, on peut avoir des problématiques au niveau des utilisateurs et des authentifications. Ça peut être la robustesse de mon mot de passe. Ça peut être indiquer aux utilisateurs d'éviter de laisser un petit post-it avec le mot de passe écrit dessus dans l'usine, tout simplement. Donc on a toute une liste comme ça qu'on peut vérifier au niveau des interconnexions, bien sûr, les problèmes au niveau des modifications de l'application, comment on suit les différentes versions et les modifications successives, les interconnexions encore une fois avec les automates et enfin la partie sauvegarde. Maintenant qu'on a identifié tous nos risques, comment on fait pour établir un plan d'action et à qui sont attribuées les responsabilités sur ces risques identifiés? Donc, quand on parle souvent de cybersécurité, il faut associer à la cybersécurité par rapport à une infrastructure. Et ce que vous avez dans l'infrastructure. Et ce qui est important aussi, c'est les rôles de chacun. À la fois le rôle du client final, des utilisateurs, le rôle de l'intégrateur qui va implémenter tout ça, et aussi le rôle de l'éditeur. Et d'ailleurs, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte un certain nombre, ce que vous voyez en bleu, on apporte un certain nombre de fonctionnalités et de mécanismes pour répondre à des enjeux de cybersécurité. Donc, un des avantages que l'on a, c'est comme, on a la partie certification et qu'on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont intégrées, ça évite d'avoir plusieurs outils. Souvent, on a déjà vu sur des projets grand ampleur où on vient s'intégrer dans un ICI, souvent on multiplie le nombre d'outils. L'objectif, c'est vraiment sur cette partie infrastructure où il y a du panorama, c'est d'avoir tout intégré dedans. Et du coup, chaque fonctionnalité, nous, ce qu'on apporte, c'est évidemment, quand le produit est installé, il n'y a rien de fait. C'est là où il y a le rôle de l'intégrateur, de par sa méthodologie, qui va l'intégrer chez le client. Et nous, en tant qu'éditeur, on va l'accompagner. Donc on a de la formation, on a des experts vraiment sur ce métier-là, indépendamment de la partie purement panorama. Et après, ensuite, c'est vraiment Myos, sur l'ensemble du projet, qui va gérer tous les mini-sujets, toute la partie, toutes les fonctionnalités. Voilà, et là, donc après, à nous de discuter avec le client. Est-ce que, monsieur le client, vous souhaitez un conseil, ou même après, on peut aller jusqu'à intervenir sur site pour mettre en place pour lui des solutions qui vont répondre à ses exigences de sécurité.
Et bien sûr, bon, alors c'est toujours plus facile de s'appuyer sur un logiciel qui est certifié et qualifié par l'ANSSI. Ça apporte une certaine robustesse au produit et je sais que pour les ingénieurs cyber, en tout cas, c'est un point qui est important pour eux. Avant de passer sur l'autre thème, est-ce que vous avez des questions par rapport à Saint-Jean et par rapport à la cybersécurité, par rapport à la méthodologie qu'on vous a montrée? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des thèmes que vous abordez, soit avec vos clients? Est-ce que c'est en tant qu'utilisateur Parce que je sais que souvent, alors c'est un thème qui revient régulièrement, la cybersécurité. On voit chez beaucoup d'industriels, pas forcément Saint-Jean, mais encore des supervisions qui tournent sous Windows XP, par exemple, qui n'est pas maintenu. Donc je sais que ça peut être en tout cas un accélérateur au changement et au fait de se dire, bah, tiens, il faut moderniser ma supervision. Comment je choisis ma nouvelle supervision? Et quels sont les critères aussi auxquels il faut faire attention quand on va déployer une nouvelle solution? Si entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin. Du coup, on va passer au thème suivant, qui est la partie design, qui est beaucoup plus parlant. Et Justine, je te laisse Ah oui, présenter le début. on va parler en jeu UX, UI. Alors, c'est les abréviations. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux termes. Donc, UX pour User Experience. Donc, on va parler de l'expérience utilisateur sur le logiciel, la facilité, l'ergonomie, l'intuitivité de cette plateforme. Et UI qui est User Interface. Donc là, on va plutôt parler de l'aspect visuel, les codes couleurs qu'on va voir sur l'application. Plutôt la partie vraiment graphique. Alors pour vous donner une petite idée, voilà ce que le client avait avant sur son usine. C'est un sapin de Noël. C'est peut-être ce que vous avez encore chez vous. Hein. On voit fréquemment des supervisions comme ça sur les sites industriels. On a du mal à identifier les informations importantes, où sont les alertes prioritaires, qu'est-ce que je dois faire. C'est pas très user-friendly si on réutilise les termes, m'excuserez un peu pour l'anglicisme. Et donc là, on va repositionner l'utilisateur au cœur du projet. Donc sur un projet de supervision comme celui-ci, on a la partie cyber qui est vraiment à part en amont du projet et qui va le suivre tout du long un petit peu au-dessus. Et une fois qu'on rentre au cœur du projet, la première phase d'un projet de supervision comme celui-là, ça va être le processus UX où on va venir interroger les utilisateurs finaux, leur demander comment ils travaillent pour venir capter leurs besoins. Et c'est seulement dans la deuxième phase qu'on va commencer le développement. Et pas l'inverse. Souvent, ce qu'on voit dans les projets de supervision classiques, c'est qu'on développe et puis au fur et à mesure, on se pose des questions sur les codes couleurs, les menus qu'on veut intégrer, les besoins des utilisateurs. Là, on fait l'inverse. On développe uniquement une fois qu'on a terminé le processus UX. Tout ce développement, il se fait sur ce qu'on appelle une plateforme de pré-production. Et c'est une fois que cette plateforme elle est validée, qu'on voit que tout tourne correctement, qu'on va pousser tout ça en production sur l'usine. Donc, au niveau de l'approche, donc la première étape, ça a été de définir les différentes personnes qui vont être interrogées et qui vont être utilisateurs. Très souvent, dans la partie, dans tous ces projets-là de visualisation de données, on démarre le projet, on fait l'analyse fonctionnelle, on développe et après les utilisateurs ils viennent par la fin. Et souvent c'est soit dans une usine, très souvent c'est la partie purement production et après les utilisateurs par la fin. Là c'est l'inverse et du coup on est allé voir, Mio c'est allé voir chacune des personnes et après l'idée c'est de pouvoir vraiment avoir les besoins de chacun et après définir des interfaces qui sont propres à chacune des personnes qu'on va avoir. Donc là en l'occurrence comme on est dans une usine, on a l'aspect maintenance, il y a la partie Energy Manager, il y a les gens côté plutôt qualité, suivi des lots, etc. et la partie production. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette méthodologie UX, c'est que notre travail, c'est d'aller comprendre comment les personnes travaillent. C'est plutôt, dis-moi comment tu travailles et je te dirai comment tu peux le faire le mieux possible et de la façon la plus simple possible. Donc cette première étape de collecte des informations, on va interroger les utilisateurs. On ne va pas demander concrètement quelle fonctionnalité vous voulez. Non, on va plutôt leur demander
comment vous travaillez, comment ça se passe quand il y a une alerte, qu'est-ce que vous devez faire, Alors c'est là aussi qu'après ça fait intervenir tous les utilisateurs parce que souvent il y a des processus qualité qui peuvent se cacher derrière ou des impacts sur la maintenance. Donc ça c'est le travail de l'UX designer, d'aller interroger ces différents profils, de comprendre comment les besoins s'imbriquent les uns avec les autres et de proposer au terme de ces interviews une plateforme qui sera adaptée à leurs besoins. Alors cette plateforme, c'est la deuxième phase, c'est la conception. Donc l'UX designer, qui est un graphiste à la base, va venir faire une maquette. Donc ça ressemble à l'application finale. Hein. Le visuel, c'est vraiment, il faut imaginer comme un iceberg. Vous avez la partie hors de l'eau. C'est ça que l'UX designer va faire, toute la partie visible. On n'a pas encore commencé à développer, à coder dans cette partie-là. On a cette partie visible et on va mettre les utilisateurs finaux en test sur cette maquette. Je vous inviterai, si ça vous intéresse, on a la maquette de Saint-Jean qui est disponible sur notre stand, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc vous avez toute la partie visuelle qui est disponible. Vous pouvez cliquer sur les différents ensembles pour naviguer dans la plateforme et on va mettre les utilisateurs finaux sur cette plateforme. Donc ils vont la tester, on va leur donner une mission, on va leur dire voilà, c'est lundi matin, vous arrivez, il y a plein d'alertes qui sont remontées sur la supervision. Comment vous faites pour les traiter, comment vous sélectionnez, comment vous priorisez les alertes à traiter. Et on voit si la plateforme qu'on a développée pour eux est compréhensible. Est-ce qu'on a bien utilisé leur langage, leur façon de travailler. Et on voit comme ça comment ils réagissent sur l'interface. Ça, c'est la phase d'évaluation. On a ce processus itératif où on peut venir faire des modifs. Et une fois que la version finale est validée par le client, c'est là seulement qu'on va commencer le développement de l'application Panorama. Et d'ailleurs, l'un des avantages en fait, d'utiliser une solution de type Panorama, c'est qu'en fait, parfois, il y a certains outils où il y a des écrans, des interfaces qui sont déjà prêtes à l'emploi. Là, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, on dispose d'un éditeur graphique et du coup, après, à partir du moment qu'il y a différentes étapes qui ont été définies, et après, on peut facilement intégrer en fonction du besoin du client. C'est pour ça que d'ailleurs, chez l'ensemble de nos clients, on ne va pas forcément retrouver à chaque fois le même design. Des fois, soit on va retrouver du design un peu de ce qui date d'il y a 10 ans, comme vous avez vu tout à l'heure, soit dans le type de design qu'on va vous montrer jusqu'à maintenant. Et voilà, alors avec un petit coup de baguette magique, on se retrouve avec une nouvelle supervision. Faut dire au revoir au sapin de Noël, mais là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que quand on se connecte, donc là, vous avez, peu importe le profil de l'utilisateur, on a une plateforme qui est uniformisée et qui va pouvoir convenir à tous. On va pouvoir identifier très rapidement là où il y a des soucis et cibler très très vite les alarmes les plus critiques pour intervenir rapidement sur ces points. Ensuite, si on navigue un peu plus dans la supervision, alors là, le but, c'est pas de voir en détail, mais bon, je pense que vous n'avez jamais vu cette supervision avant, sauf si vous travaillez chez Saint-Jean. Mais de loin, vous voyez tout de suite où est-ce qu'il y a un problème sur la supervision. On a 2 points rouges, on sait que c'est là où on doit intervenir. Et c'est ça, tout le processus UI et UX, c'est de pouvoir identifier d'un seul coup d'œil que l'œil soit attiré vers le problème et ne soit pas pollué par le reste des informations. Ça, c'est un premier point. Un second point sur lequel on travaille, c'est, vous imaginez que c'est très complexe. Il y a plusieurs dizaines de pompes à chaleur sur un site comme celui-ci. Comment on fait pour qu'un opérateur de maintenance puisse facilement identifier le problème? Surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est une entreprise comme toutes les autres, elle fait face à un fort turnover. Donc, comment on fait quand on a des personnes qui sont plus ou moins novices sur l'application pour qu'elles arrivent à la prendre en main rapidement? Donc là, on a par exemple un système où on a simplifié le plus possible sur une vue 2D très schématisée le système de pompe à chaleur avec différents filtres qui peuvent s'appliquer. Donc là, on a un filtre sur le circuit d'eau chaude. On peut défiltrer pour afficher ensuite le circuit d'eau froide. On identifie toujours très rapidement où il y a un problème et lorsqu'on va rentrer dans la navigation, c'est là qu'on rentre sur des vues beaucoup plus complexes. Donc ça aussi, c'est un choix et c'est ce qu'on voit quand on travaille avec les utilisateurs. Est-ce qu'ils ont besoin d'une information simple, rapide, ou est-ce qu'après, ils ont besoin d'une vue beaucoup plus complexe, comme ici, là, l'opérateur de maintenance, il faut qu'il puisse cibler précisément la pièce sur laquelle il doit intervenir, avec une vue 3D, avec une couleur rouge tout de suite qui attire l'œil sur le problème qui est identifié. Je ne sais pas si ce que vous avez vu, à chaque fois, on a indiqué le type d'utilisateur pour les interfaces. Il y a certaines interfaces
qui vont être utilisés par les 4 types d'utilisateurs. Et là, en l'occurrence, quand on rentre plus dans la technique, ça va vraiment être la personne, le mainteneur qui va gérer après le paramétrage de l'équipement, plus l'energy manager qui, lui, va être plus intéressé sur les aspects énergétiques. Et là, alors c'est aussi à ce moment-là que l'UX designer doit discuter avec les développeurs Panorama, donc tout ce petit monde chez Mios. Admettons, là, ce qui était important pour le client, c'était d'avoir des volets où il puisse faire apparaître rapidement toutes ces alarmes en cours. Donc là, si vous pourrez le voir sur la maquette dynamique, si on appuie sur alarme, on a un volet qui s'ouvre. Tac, je vois mes alertes sans avoir besoin de revenir à l'écran d'accueil. Ça, c'est un besoin qu'on a identifié. Ça, c'est de l'UX design pour que l'utilisateur ait une facilité d'utilisation. Un autre petit détail du UX design, alors c'est cette toute petite flèche ici, qui n'a l'air de rien, mais on a remarqué que les utilisateurs, quand ils naviguaient dans les pompes à chaleur, s'ils s'étaient trompés ou s'ils voulaient voir la pompe à chaleur juste à côté sur une cascade, ils étaient obligés de revenir tout au début de la cascade. Donc là, on a développé pour eux ce petit retour en arrière. Lorsqu'ils cliquent là-dessus, ils vont remonter juste d'un niveau. Ça n'a l'air de rien, mais ça minimise les clics, ça minimise les erreurs. En gros, ça leur facilite la vie. Et pour terminer, donc les atouts de la méthode. Le premier atout, vous l'aurez vu, je pense, c'est l'ergonomie. Comment on fait pour avoir quelque chose qui est agréable à regarder et surtout, on va cibler tout de suite les informations clés. Deuxième point, l'intuitivité. Donc, ce qui se cache aussi derrière, c'est le temps de formation. Quand on a de turnover, quand on a beaucoup de monde qui utilise l'appli, on ne peut pas passer son temps à former les nouvelles personnes sur le logiciel. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est très rébarbatif pour ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, quand on a un logiciel qui est facile à prendre en main, ça minimise le temps de formation. Troisième point, c'est l'efficacité. Quand on évite de faire des dizaines et des dizaines de clics, déjà, on se trompe moins et on est beaucoup plus rapide pour exécuter une tâche au quotidien. Et enfin, dernier point qu'on n'a pas beaucoup évoqué depuis le début, c'est l'implication. Souvent, c'est compliqué quand on a des personnes qui sont là depuis longtemps. On leur dit qu'on va créer un nouvel outil. Ils se disent je vais devoir réapprendre à travailler. Peut-être ça va être compliqué. Moi, j'ai l'habitude. C'est vrai qu'on aime bien rester dans ses petites habitudes et son petit confort. Mais là, on les implique dès le début dans le processus. C'est-à-dire qu'on leur demande comment ils travaillent. Et souvent, c'est beaucoup mieux perçu. On a vu sur d'autres projets. C'est très bien perçu et ça aide aussi à accepter les changements sur la supervision. On arrive au terme, je crois, de cette partie UX. Si vous avez des questions sur le processus, sur quoi que ce soit en rapport avec cette partie, n'hésitez pas à les poser. On va peut-être enchaîner et après on va passer sur la discussion. Ouais. Là, on va évoquer le dernier enjeu, qui est l'efficacité énergétique, qui était un point important au niveau du projet. Et surtout, la partie efficacité énergétique, elle est au sein du même outil. Là, on parle de plein de thèmes. Souvent, des fois, l'efficacité énergétique, elle est un peu à part. Là, pourquoi elle est incluse dans le projet? Parce que souvent, on va associer les données de production, la manière dont on produit, et on veut savoir combien on consomme par rapport à la quantité produite. Et on ramène ça plutôt à un rapport de l'eau, un rapport de production. Alors, les enjeux de Saint-Jean sur ce projet, avoir une extension d'usine comme ça, c'est très intéressant, mais ça pose des problématiques. Forcément, ça va augmenter les coûts, l'énergie consommée. Comment je fais pour optimiser toutes ces consommations, surtout quand on voit l'augmentation du coût de l'énergie aujourd'hui. Ils font aussi face à des problématiques réglementaires. Je suis obligée, dans le cadre du décret BAC et tertiaire, de m'équiper notamment d'un système de GTC. Et accompagner bien sûr tout l'agrandissement de l'usine avec une connaissance toujours plus fine des process et ou par l'énergie. Concrètement, la question que se pose le client, c'est comment est consommée mon énergie et pourquoi des fois mes factures augmentent alors que ma production, elle, n'a pas augmenté. Alors, on peut découper ce process en plusieurs phases. La première phase, déjà, c'est d'aller collecter l'énergie de la manière la plus fine, ou en tout cas celle qui nous correspond le plus. Donc, est-ce que je veux savoir exactement combien consomme ma machine? Dans l'exemple de Saint-Jean, combien consomme une ligne de production? Donc ça, comme c'est un agrandissement, ils ont pu s'équiper de compteurs d'énergie à des endroits stratégiques pour venir collecter les informations et après, à nous de les afficher dans la supervision. Ils ont aussi sélectionné donc la partie historian de Panorama, où toutes les données sont envoyées vers une base de données, ce qui permet après de faire des rapports et d'analyser
les consommations. Donc là, on peut prendre 2 exemples chez ce client Saint-Jean, chez les utilisateurs. Donc il y a les opérateurs de maintenance qui allaient utiliser la partie tableau de bord H2 pour savoir déjà comment est consommée l'énergie. Alors eux, leurs besoins étaient plutôt sur des tableaux de bord qui doivent être les mêmes sur des consommations hebdomadaires ou mensuelles. Leur objectif, c'est que ce soit généré de manière automatique. Entre guillemets, ils en avaient ras-le-bol de faire des exports CSV et de faire des tableaux sous Excel toutes les semaines pour présenter ça à la direction. Là, l'objectif, tout est automatisé. Le rapport est envoyé par mail tous les vendredis soirs et ils savent combien ils ont consommé pendant la semaine. L'Energy Manager, lui, c'est son métier d'analyser les consommations. Donc, il avait cette volonté de pouvoir utiliser le logiciel, de faire ses tests, ses propres interprétations. Donc, on lui a donné, là, il a un accès plus spécifique où il va pouvoir venir développer ses propres tableaux de bord avec des analyses un petit peu différentes. Donc, l'outil propose tout un tas de graphiques divers et variés, des plus simples aux plus complexes, justement, à destination des Energy Managers. Sur ces projets énergie, donc là on l'a vu sur Saint-Jean, on le voit chez pas mal d'autres clients, très souvent les gens y mettent en fait un outil comme H2 ils ont déjà identifié certaines en fait, difficultés, pourquoi ils perdent de l'argent ou pourquoi ils ont des fuites, etc. Et souvent, ils mettent en place des premiers rapports et en fait, comme il y a la possibilité sans avoir en fait de connaissances informatiques pour pouvoir faire évoluer l'outil et créer des nouveaux rapports. Et ça, le gros avantage, c'est que ça permet de détecter en fait des nouvelles points de mesure et d'identification de nouveaux problèmes en fait. Souvent, ça se passe comme ça. Et après, ils sont de plus en plus contents et il y a de plus en plus d'utilisateurs. Et très souvent, ce qui est compliqué, c'est de voir le retour sur investissement du projet. Parce qu'ils disent, ouais, il y a un coût d'investissement et ils ne se rendent pas du tout compte de combien ça va rapporter. Et en fait, à travers des expériences que l'on a, et à travers eux, leur cas d'usage, ils se rendent compte facilement que finalement, par rapport à ce qui avait été prévu dès le départ, en un an, c'est vite rentabilisé le projet, parce qu'ils ont pu détecter justement 2-3 cas d'usage. Et en fait, un exemple concret, ça va être sur la consommation d'eau. Donc là, dans le cas de cette usine, elle tourne la semaine et le week-end, en général, elle est à l'arrêt. Et il s'est avéré que parfois, le week-end, il y avait des consommations d'eau. Donc c'est là, quand on vient croiser les données, si tous les week-ends, il y a cette consommation d'eau, si on fait des rapports d'une semaine sur l'autre, on ne le voit pas. Par contre, on vient regarder après dans la supervision, tiens, c'est pas normal, là, j'ai pas de production, par contre, j'ai une consommation d'eau qui est conséquente. Et on se rend compte qu'en fait, à la fin du nettoyage, souvent, ils oubliaient d'éteindre un robinet et ça consommait de l'eau tout le week-end jusqu'à ce que la production reparte. Donc c'est des choses comme ça qu'on va pouvoir identifier et qu'on va pouvoir chiffrer ensuite avec Panorama H2 au niveau des consommations. Ça peut aussi être des dérives. En maintenance, on sait qu'il y a des machines, petit à petit, elles vont consommer de plus en plus et on va pouvoir venir les interpréter ici et détecter, tiens, là j'ai fait mon intervention de maintenance. Alors là, on atteint un autre niveau parce qu'on peut interconnecter Panorama avec un logiciel de GMAO, gestion de maintenance assistée, et venir identifier quand il y a eu une intervention de maintenance si à côté, on a une baisse de la consommation d'énergie due à une réparation anticipée qui a été faite sur la machine. Et voilà, pour conclure alors sur ce sujet, le client avait plusieurs ambitions majeures, que ce soit des enjeux cybersécurité parce qu'il avait une supervision vieillissante, pas ergonomique et qui répondait pas non plus à ces enjeux cybersécurité. Il avait une vraie volonté d'optimiser ses consommations d'énergie et aussi d'augmenter sa productivité pour refléter ce que l'usine veut être à l'avenir. Donc on a vu ces 3 points que permet Panorama. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que ça tourne et le client, en tout cas, on a des bons retours des utilisateurs qui sont très contents d'utiliser la supervision, qu'ils ont participé aussi à construire tout au long du process. On a présenté 3 enjeux majeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là. Alors attendez, on a un petit micro pour vous. Est-ce que vous savez gérer des langues différentes et des unités différentes suivant les pays ?
C'est une bonne question. Alors, c'est une des fonctionnalités en fait, qui est intégrée dans l'outil. D'accord. Parce qu'en fait, on a des constructeurs de machines qui conçoivent la supervision en France et qui est envoyée en fait, partout dans le monde. Et en fait, on a des fonctionnalités qui permettent de traduire tout le texte qu'il y a dans la supervision. Et après, en exploitation, vous pouvez passer d'une langue à une autre. En fait. D'accord. Donc ça, ce sont une fonctionnalité native dans Panorama. Et est-ce que vous savez visualiser ou faire visualiser à un niveau encore en dessous d'où vient l'information, sous quel format? Je ne sais pas moi, la tension électrique, l'intensité électrique du capteur, la technologie du capteur. Est-ce que vous savez mettre à disposition du technicien les éléments de base? Exactement. En fait, la plateforme Panorama, c'est une plateforme complètement ouverte. On dispose d'un certain nombre en fait, ce qu'on appelle des drivers de communication qui permettent d'aller chercher des informations dans différents types d'automates. Et après, derrière, on va parler de protocoles OPC, Modbus, BACnet, Siemens avec le Profinet par exemple, ou d'autres protocoles, ou alors on peut directement intégrer un protocole dans Panorama sous web service ou via une API en fait. Et à partir du moment qu'on récupère la donnée, on peut l'afficher en temps réel, on peut gérer des alertes, tout est paramétrable entre guillemets. Okay, merci. Bonjour. Bonjour. En termes de planning, la partie design, ça représente combien de temps par rapport au projet? Alors c'est une bonne question, c'est une partie qu'on fait en amont. Donc les entretiens utilisateurs, c'est assez rapide. Hein. Sur une semaine, on peut avoir fait les entretiens. Après, il y a l'UX designer qui va travailler sur le projet. Donc la globalité du process, ça va être entre 1 et 2 mois pour proposer une maquette finale. Souvent, le plus compliqué, c'est de trouver du temps à la fin avec le client pour refaire toute la dernière passe sur l'application et valider la version finale. D'accord, merci. Oui, j'avais une question sur la cybersécurité. Parce que du coup, on parle beaucoup d'attaques sur des sites industriels, sur la résistance un peu de l'infrastructure. Du coup, ça signifie quoi le fait d'être certifié, qualifié ANSI? C'est si j'ai une attaque externe sur mon installation, le logiciel est résistant. Enfin, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, s'il vous plaît? Sur cette partie cybersécurité, c'est déjà, c'est les fonctionnalités qui sont apportées. Le fait qu'il y ait la certification, on devait, par rapport à l'ANSI, inclure un certain nombre de fonctions. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des fonctions qui sont souvent externalisées, qui sont apportées par d'autres outils. Là, ils sont directement dans l'outil. Souvent, on parle de l'intégrité de l'application, le chiffrement de l'application, la gestion des mots de passe, etc. etc. Et ce que l'on voit aussi ici chez nos clients, que s'ils subissent une attaque avec un produit qui est certifié et qualifié, et ben après, il y a l'assurance qui rentre en ligne de compte. Et c'est déjà arrivé chez un de nos clients, où en fait ils ont subi une attaque. Et le fait qu'on soit certifié, ben, ils ont pu mettre en avant qu'ils avaient mis tous les moyens mis en œuvre pour sécuriser. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que c'était une attaque intérieure et que là, bah, parfois, c'est aussi aux clients et nous de leur dire faites attention que souvent les attaques elles proviennent de l'intérieur, souvent plus souvent de l'intérieur que de l'extérieur. Et du coup, ça a joué sur l'assurance en fait. C'est un des gros avantages. Et puis même après sur la maintenabilité de l'application, les évolutions, bah, ça apporte des choses. Et d'ailleurs en tant qu'éditeur, eh bah, on a un site dédié sur la partie cybersécurité et aussi bah, l'ensemble des updates. On suit l'évolution également bah, de tous les produits qui sont connexes à Panorama. Je pense notamment à Microsoft et d'autres outils. Donc si Microsoft évolue je ne sais pas, intègre un nouveau patch, bah, nous on est obligé au vu de l'ANSI d'établir en fait un update pour que ça soit conforme avec les dernières règles de sécurité. Merci. Bonjour, petite question sur la solution H2. J'ai compris que c'était une solution complémentaire pour afficher des indicateurs, des KPI grâce au croisement de données. Au-delà de Cora Panorama, si je peux récupérer des informations issues par exemple de mon ERP, dans mes données de stockage
ou autre, est-ce que je peux le faire et mettre en corrélation tout ça? Bon, l'idée, c'est comment est-ce que je peux, grâce à H2, ressortir des indicateurs au-delà de la performance énergétique. Merci. Alors tout à fait, oui, on peut développer des passerelles de communication avec les différents logiciels, donc que ce soit un ERP ou un GMAO. Il faut voir avec... nous, on peut communiquer avec l'éditeur de ce logiciel que vous avez déjà. Donc c'est le cas pour Saint-Jean avec sa GMAO, où on communique là avec l'éditeur de ce logiciel pour venir chercher les informations qui sont rentrées sur les interventions de maintenance et après venir corréler ça avec les consommations d'énergie, par exemple. Donc tout à fait, on peut créer comme ça des passerelles entre différents logiciels pour aller de plus en plus vers après ce qu'on appelle un hyperviseur. Ce qu'on voit et l'objectif et comment on propose la solution, c'est vraiment sur le multimétier. Comme la solution est ouverte, etc., en fait, il y a beaucoup de nos clients qui silotent en fait, les besoins métiers, et souvent, il y a des clients qui se retrouvent avec une application par métier. Et justement, là, l'idée, c'est d'avoir vraiment une solution qui soit transversale et qu'on puisse couvrir l'ensemble des métiers. Et très souvent, des clients, ils ont un outil pour la partie énergie, ils ont un outil même pour piloter la machine, plus, après, d'ailleurs, ils ont même des outils pour optimiser la maintenance, etc. Et l'idée, là, c'est d'avoir une seule plateforme unique qui va concentrer l'ensemble des données et après on va mettre à disposition sur l'ensemble des utilisateurs. Et aujourd'hui, des projets d'hypervision, on en a de plus en plus. Par rapport à, je pense, il y a 10 ans, où là on était encore l'industrie 4.0, les gens se posaient la question, il y avait l'IoT qui venait. Maintenant, pour ma part, je pense que l'IoT est devenu... on va dire, ancré dans la tête des gens. Les gens connaissent bien cette technologie-là, donc que ce soit d'ailleurs le LoRa, le MQTT et d'autres protocoles d'ailleurs. Il y en a beaucoup ici qui présentent ces technologies. Et après, c'est la question, c'est comment on récupère les données et comment on les valorise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est facile de récupérer et de montrer les données. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça apporte, quel ROI ça apporte, et d'où l'importance qu'on voulait. L'objectif d'aujourd'hui, c'était cette approche en fait UX design, c'est que c'est vraiment centré sur l'utilisateur. Et qu'après, c'est comme ça que ça apporte de la valeur. C'est le plus important en fait sur le projet au final. C'est ok, il y a le moteur, c'est comment on le construit, mais c'est à la fin, c'est que les utilisateurs ils s'y retrouvent avec une ergonomie et un design qui fasse mouche. Et puis pareil aussi, c'est plus l'outil est le plus ergonomique, il est beau, voilà. Du coup après les gens ils adoptent l'outil et après il est abordé chez tout le client, et c'est le cas avec Saint-Jean où là ils vont faire évoluer et ils vont intégrer l'outil sur plein d'autres sur d'autres usines. On a un cas très récemment, et c'est là qu'aussi la démarche UX est intéressante. L'UX designer a vu lors du process qu'il y aurait sûrement des agrandissements parce que c'est une entreprise qui tend à se développer. Et c'est ce qu'on a vu récemment. Ils ont racheté un nouveau site de production d'œufs pour après aller dans la production des pâtes. Donc là, on a de la capacité par rapport aux vues qu'on a créées d'intégrer facilement sans que ça fasse un petit rajout par la suite. Et je rejoins aussi la question que vous posiez tout à l'heure, c'est que comme c'est un site qui a été racheté par la suite, c'est pas la même marque d'automate. Et en fait, c'est très simple. Moi, quand le client il m'a dit j'ai les automates de telle marque, j'appelle Laurent, je lui dis est-ce qu'on a bien ce driver sur Panorama? Et en général, il me dit oui. Merci à tous et à toutes. Et si vous voulez voir ou rentrer plus dans le détail, n'hésitez pas à venir sur notre stand. On sera ravis de vous présenter l'outil et ce qu'on a pu faire sur les différents enjeux. Merci.